C'est mon premier live, sur YouTube et je suis en attente de Émilie. Voilà, on avait, lancé un live. Ah bah, voilà, elle arrive, donc c'est parfait. J'accueille Émilie. Coucou Émilie, ça y est, nous sommes en je pense que j'ai compris ce qui s'était passé, je t'expliquerai. OK. Donc J'ai bienvenue ouais. nous rejoindre, qui nous regarde, qui, regarde peut-être, un extrait, voilà. Aujourd'hui, je voulais Émilie pour ce live, pour qu'on puisse discuter de la meilleure stratégie à mettre en place pour sortir de Meta, sortir de la dépendance à Instagram, Facebook, WhatsApp, enfin moins de WhatsApp, surtout de Instagram, Facebook et tout en préservant un lien privilégié avec la communauté, l'audience, avec, ces personnes avec qui vous avez, créé un lien depuis des années, ou seulement quelques mois peut-être, mais où vous êtes, acharnés pour que ça fonctionne. Voilà, on va essayer de vous communiquer un max, d'idées et de pistes, de, pour pouvoir, faire ça, au mieux. Voilà. Donc moi je suis, Julie Gamikia, accompagnatrice d'artistes. J'accompagne d'artistes, que ce soit, visuels ou, musique ou comédiens ou, même des artisans d'art, notamment des céramistes, des photographes, voilà. J'ai une de profils, en actif, on va dire et donc j'ai une affinité, particulière pour le monde de la musique et c'est Émilie, donc notamment New Agency, mais j'avais beaucoup entendu parler aussi, av en tant que programmatrice des et aussi en tant que, d'un livre sur, l'artiste et le numérique. Donc voilà, mâcher la le début de la l'après-midi, mais je veux bien que tu te présentes s'il te plaît pour, expliquer, d'où tu viens et tu viens aujourd'hui comme, comme envie pour la s'il te plaît. En tout cas, merci Julie pour cette invitation. Donc moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie de la musique. J'ai commencé en janvier 2005, ça fait mal et j'ai commencé en tant que genre enfin dans une major en fait à Londres, c'était EMI au département Europe continentale et donc pendant un an et demi, j'ai coordonné des groupes de travail stratégiques, j'ai assisté à toutes les réunions des DG, toutes les business reviews, donc ça c'était très, stratégie et puis au bout d'un an et demi, on m'a envoyé, voilà, commencer par le commencement, apprendre à sortir des disques, sur le terrain, en tant que chef de projet chez EMI France, où je bossais sur un certain nombre de sorties plutôt internationales, parce que je suis moitié anglaise, donc ça c'est bien les gens qui parlent anglais et un peu de local et puis je suis partie. Je la fais courte, hein, et ça fait 15 ans que j'ai monté ma boîte qui s'appelle maintenant Uni et qui regroupe Unico Music, qui fait label et édition, New Agency, donc qui fait agence, de stratégie numérique, analyse data et organisme de formation sur les mêmes sujets. Et puis, Causa qui est dédié à tout ce qui est programmation, modération de conférences, de podcasts et on a notamment donc, sur, ça f là, je repars pour la 4e année pour, programmer les conf Invents, donc Innovation du MAMA, qui a lieu chaque année, là ça sera du 15 au 17 octobre 2025 et pour fêter les 15 ans de la boîte, l'année dernière, on a lancé un podcast, one shot avec 8 épisodes et le podcast s'appelle Mutant Mutante et qui analyse un peu genre, interroge 8 personnes dans la boîte qui ont monté une boîte dans la musique entre 2004 et 2009, donc des boîtes qui ont entre 15 et 20 ans, sur comment on apprend à gérer une boîte. C'est pas juste qu'on a une expertise, mais comment on apprend à survivre aux mutations d'une industrie très, 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 très volatile. Et à côté de ça, effectivement, donc ça fait, c'est la 3e édition de mon livre «L'artiste, le numérique et la musique» qui est la dernière a été publiée l'année dernière, fin 2023 aux éditions du Centre national de la musique. Les 2 premières éditions de 2016 et 19, c'était à l'IRMA, qui a été ensuite intégré au CNM et je suis membre de la commission innovation du CNM aussi, donc clairement le numérique, c'est mon truc, depuis 3 ans et demi
Et puis à côté de ça, j'ai monté 2 assos, dont une en stand-by qui s'appelle Change de disque pour lutter concrètement contre les VHSS, du milieu. J'ai lancé le hashtag #MusiqueToo il y a quelques années. Et puis surtout une asso qui s'appelle La Nouvelle Onde et qui est là pour valoriser les moins de 30 ans dans l'industrie musicale. Alors je précise que j'ai lancé ça après 30 ans. C'était pas pour moi, c'était pour valoriser les gens plutôt non artistes, même si maintenant on est des artistes entrepreneurs, mais non artistes parce qu'en gros, il y a ce problème du sandwich, c'est-à-dire qu'avant 30 ans, on ne voit pas et à partir du moment où tu as 30 ans, donc le lendemain de ton dernier jour de tes 29 ans, on ne te voit plus parce que tu te rends compte, il y a des gens et des jeunes incroyables qui arrivent, sauf que quand tu étais là jeune, on ne te voyait pas. Donc il y a plein de trucs à faire pour, les plus de 45-50 ans. Je n'ai juste pas eu le temps de le faire. Mais voilà, donc un peu tout ce que je fais dans l'industrie musicale, ce qui fait qu'à part le spectacle vivant, je fais un peu tous les métiers et donc j'ai une vision assez 360 du milieu et évidemment, le fil de conducteur de tout ça, c'est, voilà, j'adore tout ce qui est innovation, pas juste nouvelles technologies, mais nouvelles manières de faire mais pour moi, ce qui est important, c'est de voir comment on met ça au service des artistes et de l'humain et comment on essaie de faire des choses alignées avec nos valeurs et c'est de plus en plus difficile, parce que c'est vraiment le sujet de ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Voilà. Merci pour cette présentation. On sent que tu es bien rodée. Tu as l'habitude Ouais. de parler et du coup, voilà, j'aimerais bien, si tu es OK, que tu nous partages, là, une intention pour ce live, qu'est-ce que qu'on aborde, moi, te poser, quelques questions et puis rebondir, dessus. Mais, toi, aujourd'hui, tu viens avec quelle intention? Qu'est-ce que tu as envie de partager aux personnes qui vont nous écouter? Je pense qu'il y en a 2, mais qui vont ensemble, main dans la main. La première, c'est de clarifier et donc de dédramatiser, ce qui permet en fait, troisième intention, de tracer son propre chemin. Voilà, Ouais. si je devais résumer. Je fallait que je développe ou? Bah, on va développer ensemble du coup, donc, aujourd'hui, moi, j'ai envie qu'on aborde, plusieurs points, hein. Je me suis fait une anti-sèche, heu, OK. voilà, vous le savez et puis surtout qu'il y a des commentaires, dont je n'ai pas l'habitude qui passent et du coup, voilà, ça vient perturber mon attention. Hem, donc ouais, les points principaux que j'aimerais qu'on aborde, moi en tout cas, donc, à voir, bah, comment ça répond au sujet clarifié. Mmh mh. Heu, un stratégie qu'on peut mettre en place en tant qu'artiste ou même, en tant que professionnel, du milieu, pour migrer sa communauté et son audience vers les autres plateformes. Donc, l'artiste numérique et la musique qui est, sous forme d'abonnement aujourd'hui, de communauté en ligne, en plus, du livre. On a voilà, on a, donc, fait des ateliers, des sessions à aborder, déjà pas mal de choses. Est-ce que tu voudrais nous faire un résumé de toi, ce que tu as compris, des bases, d'établir une stratégie qui répond à cet objectif-là? Alors, il y a 2 choses. Donc tu as raison, j'ai oublié de parler de NM, la newsletter et l'abonnement à la communauté. Alors, c'est vrai qu'à partir du je vais rapidement là-dessus. Donc il y a le livre qui est sorti en 2023. Il y a toujours eu cette idée que le numérique, c'est quelque chose de très mouvant et que c'est un peu compliqué d'attendre, genre sans rien entre 2 éditions papier. Et donc, le 15 mai 2024, donc il y a bientôt un an, avec mon équipe, donc Clara Pilet, Inès, Xilax et Lila Benchergui, on s'est dit: «Tiens, dans le même mouvement qu'on fête les 15 ans de la boîte, on va lancer cette newsletter, l'artiste, le numérique et la musique». On l'a actuellement sur Substack, donc .substack.com, tous les 15 du mois. Bon, c'était les 15 ans, donc si on fait un jour les 31 ou les 32 du mois, les 32 ans, ça va être compliqué. Mais bon, donc chaque 15 du mois, on sort une newsletter où moi je fais un édito
Clara, elle fait des tips, marketing et marketing digital et réseaux sociaux. Inès, elle fait un décryptage et Lila, elle fait une chronique d'un ou d'une artiste qu'elle a découverte récemment, émergente. En ce qui concerne mes éditos, ce sont des choses où effectivement, tous les mois, c'est bien de se poser un peu, de se dire: «OK, il y a une tendance de fond qui» parce que je suis en pleine réflexion tout le temps, il y a énormément de veille et donc un édito pour, un peu poser les choses. Donc là, le dernier en date, il s'appelle «Rebond conversion», donc du 15 mars et qui est, focalisé sur, le fait qu'on dépend tellement des algos, donc c'est totalement dans le sujet, on dépend tellement des algos qu'on a oublié qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait faire en dehors des algos. Celui du 15 février, je remonte dans le temps, il s'appelait «l'AI slop» ou le grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on se rend compte que tout est IA, tout est faux profil, tout est faux stream? Quel est le sens des stratégies numériques qu'on met en place? Et alors il y en a eu d'autres des éditos, mais je parle de 2025, le 15 janvier, ça s'appelait «Winter is coming», même si on était en plein hiver et qu'on espérait aller vers le printemps, par rapport aux annonces donc de, Mark Zuckerberg, et cette prise de conscience qu'évidemment on a toujours eu cette dissonance cognitive, mais il va falloir que maintenant on en sorte. Même si c'est très difficile et donc cette newsletter, elle est gratuite, elle sort le 15 de chaque mois sur Substack, mais si les gens s'abonnent, elle arrive dans leur boîte mail et on s'est dit: «Tiens, avec cet édito Winter is coming, il y a vraiment un truc à faire», donc on a lancé une masterclass gratuite, heu, pardon, vous aurez la musique dans la tête, mais se libérer, délivrer de des réseaux sociaux en 5 étapes et communiquer directement avec ses fans et donc, on a vraiment fait très, très peu de com parce que on avait 10 jours, c'était un truc, j'ai eu l'idée à 5h30 du matin, le 15 janvier avant que ça parte, la newsletter, je me suis dit: «Oups, qu'est-ce qu'on fait?» et puis, on a eu 245 inscrits, quoi et là, on a fait: «OK, il y a un truc», donc il y avait un peu moins de monde, mais, il y avait quand même plus de presque 150 personnes qui étaient présentes et après on s'est dit: «Bah, tiens, il faut vraiment qu'il y a un besoin de parler», donc on a lancé cette communauté. Donc pour soit 7 € par mois, soit 70 cent 1, 2, 3, 7 € par mois ou 70 € par an, donc de mots offerts, d'abonnement qui donne accès à, 3 live masterclass, dans l'année, plus un live mensuel, plus qui est un peu groupe de travail, plus l'accès à notre Discord, parce qu'on a un Discord avec plein de veilles sur, tout le numérique, le web 2, le web 3, les réseaux, les newsletters, le streaming, l'IA aussi bien sûr et donc voilà, donc ça c'est par rapport au contexte et donc autant dire que ces réflexions-là, ces questions-là, elles sont omniprésentes et que ce sont des questions que je me pose aussi à titre personnel, pas juste en tant que pro, mais en tant que ou quelqu'un qui accompagne des artistes, mais parce que genre moi à titre personnel, je me pose ces questions. Et donc, en termes donc dans la masterclass, je vais résumer, il y avait 2-3 trucs. La première, c'était de penser par étapes, en fait. Parce qu'il y a énormément de pression de sortir du jour au lendemain. Heu, c'est il y a des gens qui y arrivent et bravo, mais c'est très compliqué parce qu'on se rend compte, du problème, de ce qu'on appelle l'effet IKEA. C'est qu'on a tellement tout construit soi-même, on a monté sa communauté, on a mis tellement de temps à le faire, qu'on est extrêmement attaché à nos habitudes, à nos réflexes, à la communauté et aux relations qu'on y a nouées. Donc c'est très violent de se dire et même de mettre la pression aux gens en mode: «Comment ça, tu pas parti?» Donc voilà, donc ça c'est la première chose, c'est de s'enlever un peu de pression et de se dire qu'on n'est pas obligé de partir tout de suite et que ça s'organise, c'est comme et je vais faire une, comparaison très simple, c'est comme un déménagement. C'est-à-dire que, on dit pas: «Tiens, j'ai vu un endroit sympa, j'ai signé le bail, genre tout ça dans 30 secondes et donc ça y est, j'ai tout installé». Un déménagement, ça se prépare et c'est la même chose, c'est comme une migration. C'est qu'on se dit: «OK, bah, donc il faut prendre ses repères, il faut faire un état des lieux, entrant sortant. Il faut se dire, quelles sont les choses que je veux garder avec moi» et une chose dont je me suis rendu compte depuis la masterclass, c'est que, hem même si on migre et qu'on retrouve ses repères, on reconstruit des repères dans un nouvel endroit, Mmh. on va jamais, en fait, migrer à l'identique. Parce qu'en fait, tu vas pas prendre, tous tes meubles et même l'aménagement de ta chambre, de ton salon, de ta cuisine
à l'identique pour quand tu vas aller dans l'autre parce que c'est pas la même configuration, c'est pas le même endroit, c'est pas la même vibe non plus. Tu pas la lumière au même endroit, enfin, tu pas la porte à droite mais à gauche, peut-être parfois tu pas de porte. Donc ça c'est important de se rendre compte que quand on fait un peu le point sur ce qu'on veut faire avant de repartir, c'est se dire: «Qu'est-ce qu'on veut emmener avec soi? Qu'est-ce qu'on veut garder?» Pas juste, comme fonctionnalité, mais aussi comme vibe, comme, habitude. Et ce qui m'amène à un autre point, heu une fois qu'on a ça, on va regarder les nouveaux outils en fonction de ceux qui vont nous permettre de garder ça. Et la deuxième chose, c'est qu'à titre, personnel, je me suis rendu compte que, je suis complètement addict en fait, au réseau. L'algo, il est très, très bien pensé. Et le seul truc que moi j'ai trouvé, c'est, de pas ouvrir l'appli. Parce qu'à chaque fois que je me suis dit: «Tiens, allez, je vais supprimer mon compte Instagram, je vais supprimer mon compte X» enfin Twitter surtout, auquel je ne poste plus rien depuis plus de 2 ans. Et ben non, le quiet quitting, c'est mieux parce que si je rouvre l'appli, je me fais hacker le cerveau avec: «Oh là là, il y a ça» et puis voilà l'indignation ou genre: «Ah trop drôle». Et j'ai pas ce contrôle parce que je suis assez lucide maintenant sur, le fait que ces outils c'est pas que mon cerveau ou moi, je n'ai pas de volonté, je suis faible, c'est que ces outils sont pensés pour exploiter les vulnérabilités de nos cerveaux humains. C'est Donc une question voilà. de dopamine, hein, c'est chimique, c'est scientifiquement prouvé que ça va stimuler cette dopamine, à laquelle on a quoi, donc OK, qui avons besoin de doses, ouais. Et Voilà, donc je sais que si jamais à un moment je vais réussir alors j'ai téléchargé toutes les données, de mes différents comptes pour pouvoir partir, mais j'en suis à me demander si je vais pas demander à quelqu'un d'aller que je vais préparer un truc et je vais demander à quelqu'un d'aller poster pour moi. Un peu comme Ulysse qui est attaché à son mât sur son bateau pour pas céder aux sirènes, quoi. Parce que c'est très, très bien fait. Donc c'est surtout, encore moi je l'utilise à titre personnel pour ma veille, on l'utilise, voilà pour l'agence ou pour le label, par rapport à la mise en valeur de ce qu'on fait, des projets qu'on accompagne, OK. Mais quand on est artiste, qu'on soit musique, visuel ou même personnalité publique, on va dire en tout cas qu'on compte dessus et ces algorithmes, c'est extrêmement difficile et ça franchement c'est vertigineux de se dire: je dois quitter. Je veux quitter, mais je ne peux ouais, pas et qu'est-ce qui va se passer si je m'en vais? ouais, et donc du coup, c'est mais là, on est dans clarifier, c'est ça? Dans l'étape clarifier que tu disais. Heu, on est en train de parler du fait de faire un diagnostic, une étude en fait de, notre, situation, actuelle quand on est encore sur, ces réseaux sociaux, de, action, et aussi, bah, dépendance. Donc une fois qu'on a travail de conscientisation, on va dire, pour toi, on passe à quoi? Et est-ce qu'en parallèle, on fait autre chose aussi? C'est-à-dire, en même temps que dépendance, on travaille pas sur l'addiction déjà en parallèle? Avec ce que tu disais par rapport à Instagram, qu'il faut pas l'ouvrir. Me Comment c'est vous bon, ça me concerne, c'est juste moi, hein, mais il y en a qui sont plus forts, mais moi j'y arrive pas. c'est comme la drogue, Mais c'est il une faut drogue! arrêter. C'est une drogue Hem, et c'est une drogue Comment on hyper fait? personnalisée, c'est ça qui est dingue. C'est que c'est une drogue qui nous connaît par cœur parce qu'on a lâché on a entraîné avec tout ce qu'on a mis, on a entraîné cette drogue à nous faire les meilleurs effets, quoi. C'est ouf! Ça ça vibre quand tu dis Pardon? C'est ah chaud quand oui, même. c'est hem, mais du coup, oui, je disais, moi, sur Instagram, j'y vais toujours pour des messages privés, pour, voir les nouveaux comptes qui me follow, à vivre, en fait, même, sans que je l'alimente. Bon, je continue de poster quelques stories de veille que je vois passer, aussi.
cet élan de, «Oh, il y a cette information-là qui est super intéressante, mais du coup, les gens qui me suivent pas ailleurs, ben, du coup, j'ai pas envie qu'ils ratent l'info». Enfin bref, ce truc de vouloir absolument répondre à tout le monde, par tous les moyens. Ça coupe quand je parle. Ça coupe quand je parle? Un petit peu. Pardon. OK, il y a peut-être un petit écho. Bon, bah, si jamais ça Là, c'est c'est pas mieux. compréhensible. Voilà, que je pense qu'en parallèle, il faut réussir à effectuer sa transition, ailleurs en même temps, parce que sinon tu as l'impression de pas, répondre aux besoins, aux attentes de ta communauté. Toi, comment tu et qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu vois que les artistes font peut-être? Je vais pas parler de moi, je vais parler vraiment des artistes, qui sont dans cette configuration-là parce qu'il y a vraiment un enjeu. C'est comme tout, on fait rien genre, sur un coup de tête et il faut faire pas mal de repérage, en fait. Il faut aller déjà tester déjà recenser, regarder un peu les outils, regarder les autres plateformes. Donc, regarder celles dont parle sa communauté, regarder celles dont on a entendu parler, dont on se dit: «Tiens, c'est pas mal» et il faut les tester, en fait. Il faut télécharger le truc, regarder, se dire: «Voilà, comment est-ce que je me sens dans cet espace? Est-ce que, je retrouve mes repères, en termes d'humour, en termes de visibilité?» En termes il y a tellement de critères, techniques, personnels, de fonctionnalité, d'efficacité, d'algorithmes aussi. Les plateformes qui vont genre, vraiment vous booster pour vous attirer, parce que comme le casino, la question c'est comment ça se maintient dans la durée. Et puis une fois qu'on a testé un peu ces trucs, qu'on a repéré un peu les dynamiques, on se dit: «OK, bah là, les gens postent beaucoup, les gens postent pas beaucoup, quelles sont les fonctionnalités qui me permettent de communiquer avec les gens? Est-ce que je parle dans le vide? Est-ce que moi j'observe déjà, est-ce que c'est toujours un peu les mêmes comptes? Enfin, bref, est-ce qu'il s'y passe grand chose ou est-ce que les gens sont arrivés en mode: "Je quitte, j'ai trouvé un refuge", mais ils l'ont oublié?» Parce que c'est important de garder ça en tête. Et une fois qu'on a observé, qu'on a testé des choses et qu'on s'est dit: «OK», eh ben, on choisit, parce qu'on ne peut pas tout garder. Donc on va choisir peut-être un, 2 nouveaux réseaux, éventuellement, mais il faut qu'on se pose la question de savoir en quoi ils vont nous servir à titre professionnel. C'est sûr que c'est compliqué de choisir un réseau à titre professionnel qu'on n'a pas du tout envie de visiter à titre, personnel. Donc il faut trouver cet équilibre, mais sans tomber dans la addictologie, du truc. Alors c'est marrant parce que je suis en train de lire un livre, absolument génial qui est sorti en 2019 et je ne comprends pas comment je l'ai pas lu avant, qui s'appelle Digital Minimalism de Cal Newport et donc c'est hyper intéressant parce que, en fait, je vois quelqu'un qui a écrit quelque chose qui est dans la démarche que j'ai depuis toujours, mais qui l'a théorisé, à savoir que, bah, on regarde des outils, déjà, lui, c'est genre, tu fais 30 jours de détox, mais si tu fais que du détox, ça va pas marcher dans la durée. Et pendant ce détox, en fait, tu coupes tous les trucs, non essentiels et après tu réintroduis ces outils au fur et à mesure, mais toujours en te posant la question: «Qu'est-ce que ça m'apporte?» Pas juste en termes de, promesses vagues: «Ça sera super, tu verras», mais en termes d'impact. Mais alors il le dit à titre personnel, en fait, après il revient sur toute la manière dont tout nous rend addicts, mais en disant: «Voilà, est-ce que ça me fait perdre du temps? Est-ce que ça me fait perdre en connexion humaine? Est-ce que je vais bien? Ou est-ce qu'en fait je suis en stress permanent?» Et donc voilà, je trouve ça intéressant comme ressource que je recommande parce que ça rejoint cette idée qu'on prend ses marques et une fois qu'on a testé, on se dit: «Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire?» Et surtout quand on est artiste, on se pose la question de savoir 2 questions. Un, quelle est la nature de la conversation que je veux avoir avec des gens? Parce qu'en fait, il faut accepter qu'on va pas avoir une seule conversation, un mode unique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus intéressés que d'autres. Il y a des gens, il y a des endroits où on a juste envie de poster, un peu genre du shitposting ou des blagues ou un truc juste relais d'informations. Et puis il y en a, c'est d'autres publics qui vont être plus intéressés, d'avoir une relation plus approfondie. Et ce ne sera pas la même chose, si on va sur, TikTok, Instagram ou un autre Blue Sky ou Mastodon, que si jamais on va sur, genre: «Tiens, j'ai quand même une newsletter et j'aimerais bien la réactiver» et à quelle fréquence. Et donc c'est la question de savoir donc un, quelle est la conversation que j'ai envie d'avoir? Ouais. Et deuxièmement,
quelle est la stratégie que je vais construire autour de ces outils, en fait? À quoi ça va me servir? Parce que si c'est juste pour dire: «J'ai un endroit où je peux genre m'exprimer», OK, mais un outil tout seul, n'a aucun sens. Il faut voir comment on intègre ce nouvel outil ou ce nouveau réseau, cette nouvelle plateforme dans une stratégie plus globale direct to fan. Donc oui, il y a le repérage, c'est du repérage personnel aussi, mais après une fois qu'on a une bonne idée de ça, donc à la fois quelle est la conversation qu'on va avoir et comment on va intégrer cette plateforme dans notre stratégie, là, on commence à préparer sa transition et on y va progressivement, mais on commence à prévenir les gens, on commence à mettre à jour sa biographie, sur, ces plateformes qu'on quitte en disant, «Je pars tel jour» ou «Je vais bientôt partir» ou «Je commence à ne plus venir beaucoup. Si vous voulez me retrouver, c'est par ici» et cetera et cetera et voilà, ensuite rediriger les gens vers là où on est. Bah, ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu le sais, j'ai fait des publications sur mon compte Instagram. Faut tenir par la main, en fait, hein, cette communauté, vraiment lui expliquer, lui faciliter le travail, lui mâcher le travail autant que possible. Mmh. Heu, c'est Attends, là, je t'entends plus trop. moi, ça vient marquer, ma voix, je Non, crois. juste quand tu parles trop vite, d'un coup, il Ah ouais, c'est vrai? je pense. OK, je ralentis. Donc par rapport à cette communauté, leur tenir la main. Ouais, leur tenir la main et faire en sorte qu'ils se rendent compte que c'est, simple, que c'est faisable. Voilà, on leur montre l'exemple et donc Mmh. il y a plus qu'à que ce soit, les professionnels, les particuliers, montrer en fait, cette transition, montrer l'exemple, être acteur de la transition et du changement, heu en le faisant, nous-mêmes et en montrant aux autres comment faire. Je pense que c'est une bonne chose à faire. Il y avait une question, enfin plutôt des remarques, commentaires qui étaient intéressantes d'une artiste, visuelle, heu, mais c'est valable aussi, à tous les artistes aujourd'hui. Instagram est une vitrine. En fait, on utilise Instagram un peu comme un moteur de recherche où, enfin voilà, quand tu tapes le nom de quelqu'un sur Google, ben, maintenant on le fait plus sur Instagram que sur Google, je crois. Donc la personne disait: «Le problème que nous pouvons rencontrer avec les personnes nous demandent notre compte Instagram et que les professionnels type galerie, donc ou producteurs, bookers, programmateurs et cetera, regardent aussi le travail des artistes sur Instagram. Personnellement, j'ai un compte vide sur Instagram et je me demande si c'est pertinent de quand même alimenter cet Instagram». Je vais me permettre de répondre à ça et puis je te laisserai, TGT. compléter. Ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment, l'impression que le compte Instagram reste encore nécessaire pour, être, pour montrer qu'on est présent, montrer un aperçu, aux personnes, notamment via ce que je disais, cette, démarche de moteur de recherche que Instagram est devenu et puis parce que c'est une sorte de, voilà, de vitrine, jolie, sexy qui donne envie d'approfondir encore plus ailleurs après. Ouais. Que moi, j'ai pas supprimé mon compte Instagram, que je ne supprimerai pas, qu'il y a encore tous les contenus qui existaient avant parce que, bah, je fais une démarche en d'amener, dans ma bio, j'ai mis tous les liens, dans mes commentaires, j'ai expliqué où est-ce qu'on pouvait me suivre et bien voir qu'il y a pas de contenu récent et ils vont essayer d'aller voir, la suite ailleurs, sur les plateformes que je propose. Voilà, Émilie, je te laisse, Non, dire. mais tout à fait, tout à fait. Non, j'aurais juste rajouté, genre, si quelqu'un te demande ton compte Insta, tu peux lui dire: «On fait un troc. Je te donne mon compte Insta, tu me donnes ton email» et comme Allez! ça, allez, comme ça, en fait, si jamais pour X raison, tu disparais de ton compte Insta ou que, ton compte Insta est supprimé parce que les règles, on les fait pas. Au moins, il y a moyen de et j'attendrai pas. Dire, bah, une fois que j'ai le mail, même si c'est une fréquence tous les 2 3 mois, j'intègre ce mail-là et cette personne à ma mailing list, ce qui fait que si c'est pour avoir des news de ce que je fais,
dans lequel il y a aussi le rappel éventuellement d'un site internet ou d'un book ou d'un portfolio ailleurs, qu'on puisse garder ce contact, qu'on ne soit pas dépendant. Donc après, évidemment, la question de la vitrine, la question aussi beaucoup des DM, fait que les gens disent ah ben c'est plus simple parce que ce que font les gens quand ils demandent un compte Insta ou un compte autre, c'est parce que eux-mêmes ils passent leur vie. Donc ça c'est une Ouais. information intéressante. La question c'est genre il faut aussi créer un lien en dehors de cet écosystème parce que sinon tout le monde est enfermé et coupé d'eux. Et encore une fois, quand par exemple on va sur un autre réseau social, même si je parle même pas de migrer, je veux dire quand on est souvent sur plusieurs réseaux sociaux, je sais que le feed que je vais avoir sur un réseau social n'est pas le même dans un autre et que paradoxalement, je suis par contre, par réseau social, des communautés complètement différentes et que personnellement, à moins que les gens aient quelque chose de très différent quand ils postent sur chaque réseau social, j'ai pas envie de suivre des gens en doublon ou en triplon, ça se dit? Enfin bon, et parce que je me dis: «C'est bon, j'ai déjà eu l'info». Donc en fait, c'est comme si j'allais dans des bars différents, c'est des ambiances différentes, c'est des personnes différentes, c'est une playlist différente, c'est complètement différent. Donc j'ai besoin de ne pas m'enfermer dans les usages ou la manière de fonctionner que de cette plateforme et c'est pour ça, mon pseudo pour ton mail. Trop Donc bien. ça me paraît pas mal. Ouais. Ouais, ouais, ben, en fait, la newsletter, moi, personnellement, je la recommande à tout le monde, mais à chaque fois, c'est vrai qu'il y a quelqu'un, qui me l'a dit et depuis, j'ai un tout le temps, me titiller cette question, c'est, mais on n'en a pas déjà trop des newsletters? On n'est pas déjà trop assaillis? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, c'est une très bonne question, hein, que je me pose énormément. Ouais, mais juste un truc et dernière, parce que je me rends compte, on a oublié de répondre sur le volet vitrine. La vitrine, très bien, mais tant que c'est pas la seule. Voilà, c'est une vitrine pour les gens qui sont sur Instagram, mais pour les gens qui voudront partir ou les gens qui n'y sont pas, ou les gens qui n'y vont plus, qui n'ouvrent plus cette appli, il voilà, il faut avoir, des alternatives, c'est une vitrine de plus, il y a pas de problème. Sur la question de l'overload, des newsletters quoi, genre, c'est bon. C'est clair que, d'un côté, la newsletter, on en parle parce que c'est l'outil, 1.0 qui veut pas mourir et on comprend pourquoi, parce qu'il est effectivement très efficace. Et que je pense que parce qu'il est, un peu vintage, il y a plein de gens qui l'ont négligé en mode: «C'est bon, moi j'ai un truc plus rapide, plus efficace et gratuit et plus funky», c'est genre les réseaux sociaux et les algorithmes ou pour la musique, le streaming et tout ça. Donc tout le discours, en tout cas à titre personnel sur les newsletters, c'était pas genre: «Il ne faut que la newsletter», mais il faut aussi une newsletter pour garder ce canal direct dans le prolongement de ce que je viens de dire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, quand on a au moins ce canal, on n'oublie pas, qu'il y ait des gens enfin, on n'est pas dépendant de l'algorithme et deuxièmement, on n'est pas, sur le même mode relationnel. C'est-à-dire qu'on ne dit pas la même chose ou alors les gens qui pensent qu'on dit newsletter et qu'on dit la même chose, OK. La troisième chose que je dirais par rapport aux newsletters, c'est qu'il ne faut pas confondre des newsletters quand on est artiste solo ou quand on est un lieu, par exemple. Parce que quand on est un lieu ou qu'on fait du booking, on fait une newsletter en mode informatif, c'est-à-dire: «Bonjour, genre, les infos, artistes dispo ou spectacle à venir». C'est beaucoup plus transactionnel et objectif Ouais. qu'une newsletter où, un ou une artiste solo, visuelle ou autre, hein, musique, va développer une relation épistolaire avec un groupe de personnes et c'est une histoire et c'est une aventure collective et ça devrait être plus axé sur, non pas juste le résultat, mais la Mmh. démarche et les choses qui peuvent pas forcément être communiquées. Voilà, c'est genre le personnage a une profondeur et le personnage, qui est mis en scène est l'artiste et ce personnage, on ne sait pas ce qui se passe dans son quotidien, un petit peu sur les réseaux, mais on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête et donc ça, typiquement la newsletter, c'est intéressant. Je fais aussi souvent une comparaison, genre les newsletters pour la newsletter, je fais une comparaison et une métaphore filée avec nos boîtes aux lettres, nos vraies boîtes aux lettres. Aujourd'hui, nos boîtes aux lettres, il y a genre des factures et de la pub. Mmh. C'est sûr que si jamais la newsletter qu'on envoie, elle est dans l'une de ces 2 catégories, genre: «Tu vas raquer parce que j'ai vraiment besoin que tu me soutiennes» ou 2 «Je te fais juste de la pub»,
Bof. Alors que si jamais on se dit: «Bah, tiens, moi je me rappelle, il y a très longtemps, j'avais des lettres ou j'avais des cartes postales», bah, là, ma journée changeait complètement et si jamais dans sa boîte aux lettres, on a envie de la relever parce qu'on attendait quelque chose qui n'était pas une demande d'argent ou une demande d'achat, hem et bah, là, c'est pas la même chose. Donc si une newsletter peut devenir comme une lettre ou une carte postale, là, d'un coup, le glow up de la boîte aux lettres, il y a pas de problème. Après sur la question, pour finir de répondre sur cette question, ce point-là, mais la question de la fréquence et la question de l'intensité, de l'offre, on va dire. C'est-à-dire que si tout le monde se met à faire ça, mathématiquement, encore une fois, la loi selon laquelle on va pas migrer à 100 c'est la même. On va pas dire: «On migre des réseaux sociaux juste à la newsletter». C'est pas le même mode relationnel et tout le monde ne va pas vouloir le faire et c'est clair que moi, il y a des gens, je les suis sur les réseaux, ça m'intéresse pas nécessairement de les avoir, aussi dans ma boîte mail. Inversement, il y a des gens, je suis très contente de recevoir leurs mails. J'ai pas besoin d'aller les voir sur les réseaux. Parce que c'est pas la même relation. Donc il faut se poser la question de savoir et puis il y a des gens après qui disent: «Oh là là et puis Gmail et puis Google et puis» tout ça. Je suis complètement d'accord et quand on arrive à genre Substack comme outil, c'est un outil assez intéressant même si je viens ce week-end de l'enlever de mon téléphone, l'appli, parce que j'étais complètement addict et c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire que Substack, pour les gens qui connaissent pas, c'est un outil gratuit qui se monétise, qui prend 10 sur les abonnements payants, outil américain. On n'a pas trouvé mieux pour l'instant, ou en tout cas moins cher. Mais Substack, c'est intéressant parce qu'à la base, c'est des gens qui écrivent des newsletters, mais sur Substack, vous pouvez aussi vous abonner à leur compte pour les suivre en mode réseau social. Donc moi, en plus, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, genre, il y a la résistance américaine qui a débarqué sur Substack, des gens qui étaient des journalistes du New York Times, du Washington Post. On sait leur relation avec le nouveau président, fait que genre, ils se sont tous barrés de chez leur employeur pour arriver sur Substack. Et on a très rapidement le bon aspect des choses, c'est-à-dire qu'on peut lire des gens individuellement, gratuitement, c'est incroyable. Et on a juste à s'abonner. De la même manière qu'on peut les suivre et on a des gens qui sont repartagés, et cetera, restacked comme ils disent et on a genre comme Twitter, X, comme Instagram, on a tout. Sauf qu'en fait, à titre personnel, je me suis rendu compte que d'un côté, super, j'ai découvert plein de gens, je me suis abonnée à plein de newsletters. L'inconvénient, c'est qu'en fait, ça, plus la partie réseau social, j'étais complètement addict. Et j'étais là, ça ne peut plus continuer comme ça. Je lis Digital Minimalism, allez, on se en tout cas, je supprime l'appli de mon téléphone. Ça ne veut pas dire que j'ai supprimé mon compte. Mais j'ai supprimé l'appli de mon téléphone et ce qui est bien, c'est que je n'ai plus la partie réseau social, mais je continue de recevoir les newsletters et donc ça dépend aussi de la fréquence de chaque personne qui envoie une newsletter. Les artistes, en général, ont tendance à en envoyer, allez, max tous les mois. Parfois toutes les semaines quand il y a un vrai truc qui se passe. Les gens sur les réseaux, quand ils sont sur la partie réseau social, c'est toute la journée. Donc on peut aussi ménager sa santé mentale et aussi prévenir les gens que quand ils s'inscrivent à la newsletter, voilà quelle sera la fréquence, voilà ce qu'on va partager et pour leur donner envie aussi de s'inscrire. Donc après, c'est pour ça que le sujet, il a 2 niveaux. Il a le niveau individuel, genre moi, j'aimerais utiliser cet outil de newsletter parce que et donc si tu t'inscris à ma newsletter, tu t'inscris à mon, cerveau en gros. Mon quotidien, ce que moi j'ai envie de te partager. Et puis il y a la question au niveau, plus collectif en fait, de savoir, bah, c'est sûr que, il y a pas une solution, pour tout le monde, unique et si tout le monde commence à faire la même chose, on ne fait que déplacer le problème de saturation. Du coup, moi ce que je retiens de tout ce qu'on vient de dire là, c'est, très intéressant de trouver une manière de créer une valeur ajoutée pour un univers, contenu, exclusif Attends, à ça coupe un trouver. peu? Des contenus Des contenus exclusifs?
où en fait, ils peuvent pas trouver, ou alors ils viennent, les aider à, heu, un parcours d'exploration de l'univers, accompagné, facilité. Est-ce que, tu as des exemples de contenus, intéressants que tu as vu passer ou que tu recommandes, Hem, je vais parler de 2 de nos artistes, une personne que tu connais bien, Julie. Donc la première c'est Charlotte, Ségara, qui, est artiste, multifacette, multiprojet et qui du coup, va avoir, des newsletters par projet et un blog, sur Substack actuellement qui s'appelle Une vie d'artiste, qui parle de tout ça. Donc la manière dont, Charlotte organise, sa communication et bien sûr, il y a des relais un peu sur les réseaux, mais Charlotte a des valeurs très fortes et donc toute la question de quitter Meta, quitter, les réseaux, ça fait très longtemps que, Yael fait de la newsletter, envoie des newsletters, donc on parle d'aussi, et Charlotte est sur des genres musicaux quand même assez underground, assez, heu, niche en fait. Donc sauf pour Charlotte et Magic dont on sort le ressort le projet sur mon label qui est plutôt genre, rock psyché, absolument génial. Enfin, après par les temps qui courent, ce qui est mainstream, ce qui en est, mais c'est le moins niche de tous ces projets, je trouve. Mais, chaque projet a une identité très, très forte et donc les gens qui ne veulent s'intéresser qu'à un de ces projets vont avoir des informations via la newsletter dédiée à ce projet-là et les gens qui s'intéressent à Charlotte à titre personnel, en tant que personne artiste qui, en plus, elle s'exprime sur, pas juste la question du quotidien d'artiste, mais notamment la précarité, notamment la charge mentale, notamment la santé mentale, et physique et donc plein les violences et cetera, les discriminations donc on comprend complètement ça s'appelle Une vie d'artiste et l'artiste c'est Charlotte Ségara et personnellement, même si on se parle régulièrement avec Charlotte, donc on travaille ensemble depuis 10 ans maintenant, j'adore lire son tout. Donc quand c'est, les projets, différents, même ceux qui sont pas chez moi, je trouve ça super parce que genre on rentre vraiment dans l'univers de chaque projet et que c'est par rapport à une actu, on va dire que c'est plus classique. Et puis par contre son blog genre Une vie d'artiste.substack.com, c'est vraiment quelque chose, qui me fait rentrer dans genre toutes ces réflexions qui l'animent, son cheminement personnel, son rapport à la création, son rapport au statut d'artiste, enfin, c'est absolument passionnant et ce qui est hyper intéressant, c'est que Charlotte, notamment, partage ses réflexions sur le rapport aux réseaux sociaux, l'alignement avec ses valeurs, mais n'oublie jamais, et ça c'est très bien, de repartager en pied de blog, enfin de mailing, comment, soutenir, heu, que ce soit sa personne ou ses différents projets. Et ça c'est très concret. Un deuxième exemple, c'est, bah, une autre artiste chez nous qui s'appelle Marlène Larsen. Alors Marlène, projet complètement différent, c'est du soft rock, entre genre du vrai rock et de la pop avec des influences, Taylor Swift et genre, Smashing Pumpkins, donc c'est vraiment hyper intéressant, et avec une personnalité, très, très, exubérante, très drôle, très, très drôle, et qui est dans une, stratégie de développement artistique, d'artistes, en développement. On n'est pas sur du back catalogue comme on peut le faire sur, le projet Charlotte et Magique de Charlotte ou de la vraiment super niche. On est vraiment sur un truc à un potentiel, mainstream et sur une artiste en développement et donc dans le cas de Marlène, elle est très forte sur, Instagram, elle est très forte sur TikTok. C'est ce qu'on appelle, une bonne cliente en promo, elle est très, très forte, elle est drôle, elle pourrait enfin, elle est vraiment très drôle, et ça lui vient naturellement et on le retrouve sur scène. Ce qu'elle a lancé, c'est un Substack et donc elle a aussi un Substack, mais son Substack, ça va être, assez régulièrement, elle va parler un peu de la démarche et des coulisses de son actualité, donc là, on a sorti un premier single le 24 janvier, un deuxième single le 21 mars, et à chaque fois, il y a des clips. Enfin bon et donc elle partage régulièrement ça, mais elle a aussi, une partie, payante,
son Substack, qui réserve en fait des démos et plus de choses sur son processus de création pour les personnes, pour qui c'est important. Et à côté, elle a lancé un canal WhatsApp, à voir si ça bascule sur Signal ou pas, mais un canal WhatsApp en attendant de gens larcenistes, parce que c'est Larsen, donc de gens qui voilà et ça discute et c'est voilà, donc il y a plusieurs modes de relation. J'ai oublié de dire que Charlotte, a un volet payant, sur son Substack, Une vie d'artiste, mais c'est pas, du tout pour accéder aux mêmes choses. C'est-à-dire, on rentre dans le club et ça permet de rentrer dans une communauté plus avant. Donc sur une même fonctionnalité, on voit que 2 artistes qui ont, des manières complètement différentes de se l'approprier et mais ce qui compte et ce que ces 2 artistes ont en commun, c'est le fait que c'est 100 adapté à leurs envies, leur manière de fonctionner, leurs valeurs et leurs projets. Donc mais c'est comme n'importe quel outil. Une fois qu'on a identifié des fonctionnalités ou un fonctionnement qui nous convient, on Ouais. peut se l'approprier parce que sinon ça veut dire qu'on est dépendant de l'outil et que c'est l'outil qui décide et là, on n'est plus Ouais. au bon endroit. Ouais. Sans pro nous accompagnons, hein, sur, l'élaboration, de la stratégie, storytelling et tal donc si vous avez pas d'idées, pas l'élan, enfin, les idées vous en avez, vous osez peut-être pas les mettre en application parce que vous ne savez pas faire au niveau technique ou vous savez pas, comment Les voilà. agencer, ouais. Sentez-vous libre de nous contacter donc Émilie, via, ou moi directement, bah, via mon compte YouTube ou autre. Voilà, petite parenthèse là-dessus, vous n'êtes pas seul, il y a des gens qui sont là pour vous aider là-dedans. Là, c'est vraiment des petits conseils qu'on donne pour, réussir à se débrouiller et à faire et ça a ses limites évidemment, quoi. Les alternatives que tu recommander aujourd'hui, tu aurais testé ou alors qu'on t'a recommandé? Moi, j'aimerais bien qu'on parle en premier, pas forcément des alternatives, enfin si, LinkedIn, c'est possible, mais qui a exactement, aux mêmes objectifs et Et la quoi? la presse. Ah, la presse. La presse, alors LinkedIn effectivement, c'est quand même un lieu qui est très lié au bureau quoi, aux gens qui sont dans une logique professionnelle donc on il y a des artistes, Thérèse, par exemple qui s'en sert très, très bien. Après Thérèse, elle a aussi un podcast, mais elle s'en sert très, très bien. C'est une option, mais ça dépend encore une fois pourquoi on veut l'utiliser et qui on veut essayer d'intéresser. Si c'est pour du démarchage, pour aller identifier qui, programme ou quoi, quand, comment, ça peut être très bien. Mais, de là à dire que parce qu'on va commencer à poster sur LinkedIn, tout le monde va commencer à écouter, ce qu'on fait ou venir regarder, venir voir notre expo dans une galerie, malheureusement, c'est pas exactement ça. Par contre, sur la question de la presse, avec plaisir Céline. Avec, la question de la presse, en fait, ça dépend vraiment à la fois du domaine artistique et quand on est dans la musique, de son genre musical et du type de public qu'on a. Parce qu'en fait, en ce qui concerne la musique, investir dans un ou une attachée de presse, c'est pas donné. Et avec, l'explosion des réseaux sociaux, il y a une énorme crise, de la presse musicale. Ce qui fait qu'en fait, comme il y a plus de budget pub qui sont pris dans la presse ou dans les radios et cetera, mais c'est particulièrement flagrant dans la presse, on assiste à, hem, une espèce de, comment dire? Marchandisation, de la presse musicale. C'est-à-dire que, les grands journaux, titres de presse, font ce qu'ils peuvent avec moins de monde, mais souvent on va lui demander de passer par des plateformes type Groover, ou Muso Soup et puis, d'autres vont plus petits et qui n'ont pas forcément d'audience ni d'impact, vont dire, «Pas de problème, mais ça va coûter tant». Mmh.
Et Ouais. donc là, on est dans du plurirédactionnel, où on est dans une espèce de privatisation totale, de la fonction du média musique, ou du média, culture, dans lequel, en fait, tu dois financer ta propre parution, quoi. Donc là, ça devient un peu compliqué parce que, bah, évidemment, si les artistes, ont dû ou se sont autant, engouffrés dans la brèche, des plateformes, c'est parce qu'il y avait pas de visibilité. Donc on en revient toujours à cette question de comment émerger, comment se distinguer, comment surtout une fois qu'on a cette visibilité, la convertir en revenus parce que c'est un peu le nerf de la guerre pour avoir une carrière, pour pouvoir continuer à faire de la musique ou vivre de son art plutôt que de devoir reprendre un job alimentaire, à mi-temps, à plein temps et voilà. Donc cette question de la presse, moi je pense que si on peut, à titre personnel soutenir une presse indépendante déjà, c'est important. De la presse spécialisée, tant mieux. Mmh. Mais c'est clair qu'on peut pas régler, individuellement un problème, structurel et donc i avant de se dire vers où je vais pour relayer ce que je fais, il faut se poser la question de savoir, si c'est un média pertinent, si c'est un média qui a de l'impact et parfois, moins mais mieux, c'est plus efficace que, plus mais mal. Je suis complètement d'accord et j'étais en avec une cliente justement musique, qui est en Islande, ce matin et je lui ai dit: «Chaque action que tu vas mettre en place, c'est important que tu comprennes l'objectif ça sert». Parce que du coup, ça va être un sous-objectif Mmh. et donc s'éparpiller au niveau énergie, argent, et cetera, c'est, tout à l'heure, hein, revenir à la stratégie, heu qu'on a mise en place, pour vraiment, être sûr qu'on met les bonnes, on plante les graines au bon endroit, quoi. Et ça me fait penser, ta métaphore, que je vais filer de la graine et du jardin et tout ça, c'est qu'en fait, le numérique en tant qu'outil, mais aussi les stratégies numériques en tant qu'approche, c'est comme du jardinage. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un jardin incroyable en un coup de baguette magique. Ou alors tu vas acheter tes plantes et tu les plantes direct, mais et pour pas qu'elles meurent, il va falloir de toute façon arroser. Donc il y a une dimension qu'on oublie parce que tout arrive vite, parce que tout est gratuit, parce que les algos, on va toujours plus vite. Mais en fait, je pense que moi je suis très, tortue plus que lièvre, hein, j'aime beaucoup Jean de La Fontaine, mais je pense que la patience et longueur de temps valent mieux que force ni courage, mais la question de la patience, c'est quelque chose qu'on doit intégrer dans notre approche stratégique. C'est-à-dire Ouais. que si on veut des résultats rapides, on va devoir faire des choses où on prend des raccourcis et ça coûte de l'argent. Ou alors Mmh. ça coûte dans le sens indirectement où ça n'a aucun impact et on a dépensé de l'argent pour rien. Si on accepte qu'il y a des choses qui vont pouvoir se faire vite et des choses qui vont prendre du temps et que, bah, on plante les graines, c'est pour ça qu'il faut bien se poser toutes ces questions avant de faire quoi que ce soit, sans non plus être paralysé, hein, mais se dire: «Pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je suis prête à faire pour, l'obtenir? Combien de temps je suis prête à attendre?» Et quel est l'indicateur qui va me permettre, de décider qu'effectivement ça valait le coup? Ça, on se pose ces questions-là avant, on plante les graines et on arrose un peu tous les jours. C'est une hygiène de travail. Je sais qu'on pourrait dire une hygiène artistique, de vie, mais je suis obligée de dire le mot travail. S'il y a un effort, il y a un travail. Alors souvent, il est pas récompensé parce qu'on est dans une période où, on ne récompense ou on ne valorise que les réussites rapides, exponentielles, éclairs, parce que genre ça voudrait dire qu'on a plus de mérite. Perso, je non, 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 parce qu'en fait, bah, on c'est comme le Tour de France, quoi. Tu vois, il y a un moment, la lutte contre le dopage, elle est importante et c'est la même chose sur, cette question de on a tendance à beaucoup trop faire les choses pour le regard des autres. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour soi-même? Mais j'ai l'impression que tu es figée. Je sais pas si tu nous entends, Julie? Julie, reviens! Est-ce que dans les commentaires
Vous pouvez me dire s'il y a que moi qui ai perdu Julie ou si c'est vous aussi? Bon, je vais peut-être me déconnecter. Ah, Julie est partie, OK, et Julie j'espère va revenir. Sinon, bah, Céline toujours là, Maria, ça parle d'artistes et de numérique et des réseaux sociaux. Camilla, bonjour, je remonte un peu les commentaires, et Red Fishing, si tu es toujours là, merci pour tes messages. Ambroise, je sais pas si tu t'es pas perdu sur un moteur de recherche à la place de ce que tu de ce que tu voulais chercher, et Ethan, salut. Hem, Salut Augusta, hi, how are you? Figé pour toi aussi, je ne sais pas, c'est les aléas du direct, comme on dit. Est-ce que vous avez des Je ne sais pas si elle va pouvoir revenir ou si jamais on va devoir, s'arrêter là. Est-ce que vous aviez des questions en attendant que Julie revienne et avant d'arrêter ce live? D'autres questions? Sinon, moi, il y avait un autre truc que je voulais aborder, mais c'était la question des critères d'appréciation, de la réussite des artistes, selon l'industrie, et les critères d'appréciation de la réussite d'un projet selon les gens qui les portent. Mais voilà, est-ce Voilà, voilà. Décidément. Écoute, les aléas du direct, j'ai essayé de voilà, meubler, dire genre: «Salut les gens», j'ai eu les commentaires, il y avait des gens qui, voilà, tu avais disparu. Ah, Désolée. et puis après j'ai disparu aussi, j'étais déconnectée, donc c'est pas J'ai grave. vu ça. Bon, du coup, je te propose qu'on termine le live rapidement sur quelques petits points que j'avais notés en espérant du coup que le contenu précédent ait bien été enregistré. On verra. Ouais, j'espère. C'était trop intéressant. Par rapport au fait que, voilà, on parlait de la définition des objectifs. Il y a un des objectifs finalement qui est super important dans un projet musical, c'est de faire venir les personnes au live, au concert. Du coup, on voit bien la méthode que James Blake a adoptée, c'est inscrivez-vous à ma newsletter pour être tenu informé et ne pas rater les infos qui seront boostées par les algorithmes, etc. Même un gros artiste comme James Blake. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu as trouvé d'autres leviers finalement pour faire venir des personnes au concert? Alors le cas de James Blake, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui voilà, qu'on pas. Tu m'entends? C'est horrible. Attends, est-ce que là ça oui, donc quand, ouais, James Blake, il est là depuis un certain temps. Donc quand des artistes déjà installés, qui ont une énorme base fan, disent: «Il y a un problème avec les algorithmes», c'est super. Quand ils disent: «Faites comme moi», c'est un peu facile. Donc en plus, il avait aussi fait des choses autour de The Vault, un truc de direct to fan, et cetera. Donc faut faire la part des choses, et il faut pas qu'on se mette la pression, parce que lui, un énorme, il a réussi. Parlons aussi Ouais. des stratégies d'Direct to Fan de Taylor Swift. Enfin bon, bref. Après, je pense que l'idée le constat de James Blake, très bien. Le fait de dire je veux une relation plus directe, très bien. Donc à chacun, chacune, et c'est ce qu'on voyait dans le live d'avant, de voir comment on met ça en place à son niveau. Après, la question du live, alors déjà, c'est de plus en plus compliqué pour les artistes d'avoir des dates. Mm. Donc, mais quand on en a, il faut pas hésiter à non seulement le mettre en avant, donc se mettre sur des sites type, Bands in Town, Songkick, mais aussi créer un lien qui affiche toutes ces dates, sur un site internet, rappeler le truc par newsletter, le rappeler par mail, et il faut se poser la question: «Est-ce qu'on vise d'abord des pros ou est-ce qu'on vise d'abord des fans?» Mm. Si jamais on est sur des pros, ben, on va aller faire des mails en direct à des gens qu'on a ciblés, de manière individuelle, en leur disant vraiment qu'un message personnel: «C'est vraiment cool que tu viennes», et cetera. Ou on fait passer le message, sous forme d'invite via nos partenaires, si on a une attachée de presse, si on a un label, et cetera, qui vont dire: «Ah OK, au fait, il y a
l'artiste joue en live à telle date. Quand on est sur la question du public, alors il y a une part qui va être faite par les lieux eux-mêmes. Ouais. Donc mais il faut pas hésiter à rebondir sur la communication faite par les lieux, qui ont eux leur base de données, leur, fonction du lieu, s'ils ont peut-être, des abonnements, ou s'ils sont sur, le soir même à la porte, on peut pas réserver. Ça dépend vraiment du genre musical et des usages de la communauté. Mais encore une fois, il faut toujours rebondir et convertir sur: «J'ai une date, je remets en avant l'information de la date à chaque conversation que je peux». Alors parfois ça va être en signature de mail, parfois ça va être genre dans un lien en dessous d'une vidéo, live, on va dire: «Au fait, je rappelle que pour les gens qui regardent cette vidéo live, j'ai les liens de ma billetterie pour ma tournée». On peut aussi faire des choses en plus, en disant: «Voilà, j'offre des places» ou «Je propose aux personnes qui auront fait X ou qui me suivent ou qui sont inscrits à la newsletter ou qui je sais pas quoi, de, voter pour les titres qui seront sur la setlist». Ouais, Il y a complètement. plein de choses à faire. Mais Oui, quelque chose effectivement, de, ça interactif, quoi. voilà, d'humain en fait et de pas Mmh. forcément scalable. La question de la scalabilité, on l'a abordé en transversal, en filigrane, mais la scalabilité ne peut pas toujours marcher et ça doit pas être un objectif en soi parce que sinon on perd de vue, l'essentiel et on se repose trop sur Ouais, les algorithmes. Mais c'est ça. effectivement se dire, «Je veux créer une connexion humaine et dans certains cas, je veux quelque chose en petit comité qui a une très grande valeur». Ouais, Parce qu'en fait, on est là enfin, ça doit être une aventure collective. Ça doit être des moments qu'on crée avec des personnes qui, bah, sont limitées en termes de jauge, rien que ça. oui. Mmh. Parce que on va pas vendre, le Stade de France, on va vendre genre là, on regarde la jauge et on se dit: «Bah, moi, par rapport à la taille de la jauge, j'ai tel objectif. Est-ce que je suis en première partie? Est-ce que je suis en Mmh. coplateau? Est-ce que je suis, genre en tête d'affiche?» Comment ça se passe, quoi? Ouais, Est-ce que j'ai investi et je produis cette date? Est-ce que je me fais de l'argent sur le bar? Enfin, la question des ouais, revenus, on n'en parle pas vraiment beaucoup, mais elle devrait quand même guider, la définition de ces objectifs oui, et ces complètement. stratégies, quoi. Merci pour tous ces éléments de compréhension et ces pistes de réflexion, c'est vraiment super intéressant. J'avais noté d'autres choses aussi, Hem, voilà, donc bien, penser à définir vos objectifs parce que, souvent vous dites: «Je veux vivre de mon projet, je veux vivre de ma musique, je veux vivre de mon art» et cetera. Mais, ça veut pas dire grand-chose finalement. C'est pas hyper, pratico-pratique, enfin on peut pas, mettre une stratégie en place avec ce genre d'objectifs. Donc je vous invite vraiment à poser des objectifs, concrets comme on en avait parlé dans le live, précédemment. Et j'espère que vous pourrez récupérer tout ça, comme info. Sinon, on se fera un plaisir, de venir, détailler ça, dans, nos travaux, respectifs, Émilie et moi. Et il y a des choses, que j'aimerais mentionner qui viennent aussi forcément impacter, le rayonnement, la communication, vraiment le fait qu'on réussisse à pleinement prendre sa place. Ça va être plusieurs choses du genre, le rapport à l'argent, par exemple, si, vous, en tant qu'artiste, entrepreneur, parce que vous êtes entrepreneur, hein, finalement, quand vous êtes intermittent, quand vous êtes, artiste-auteur et cetera. Et bah, si vous n'avez pas travaillé votre rapport à l'argent, vous allez avoir du mal à récupérer, de l'argent, donc à, mettre en avant le fait que vous vendez votre album, le fait que vous vendez vos œuvres, le fait que, votre concert, il est payant à tel prix et du coup, tout ça, ça peut bloquer les actes, en fait, de conversion. Il y avait aussi ce que je voulais dire par rapport aux automatismes, qu'on a. Par exemple, faire plein de stories, faire plein de réels, et cetera, et cetera. Mais est-ce que ça marche? Posez-vous des questions. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des résultats? Est-ce que ça vient au service de, mon grand objectif? Et aussi la procrastination qu'on peut avoir parfois, c'est juste qu'elle est bloquée par des peurs. Hem, En fait, l'action est bloquée par des peurs et donc il faut aller identifier les peurs. Donc moi, j'ai encore dit ce matin quelque chose que je trouve, vraiment
radical, c'est, poser de la conscience, poser de l'amour, puis se libérer de nos blocages. Mais si on ne passe pas ces 3 étapes-là, pour moi, c'est hyper compliqué de réussir à être, dans le plein rayonnement, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu aimerais ajouter peut-être pour, conclure ce live sur, la sortie de stratégie, enfin la stratégie de sortie de Meta? Alors sur la question juste rapidement sur la question des artistes entrepreneurs et des intermittents, je veux dire, les syndicats d'intermittents, ils seraient genre: «Non, c'est pas compatible!» Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant à creuser de ce côté-là, c'est-à-dire que je pense que la question des modes de revenus, n'est pas forcément la même chose que la démarche et donc on peut Mmh. très bien être 100 intermittent ou intermittente et avoir une approche entrepreneuriale. Mais c'est vrai que techniquement, quand tu es intermittent ou intermittente, c'est pas ta responsabilité d'aller faire la promo de tes dates. Genre, tu es embauché, c'est du salariat, y a rien d'entrepreneurial, voilà. Par contre, effectivement, de te dire: «Je suis intermittente, mais j'ai aussi monté un label et j'ai envie de faire ça et j'ai une approche qui n'est pas, purement genre, je suis embauchée pour faire ceci, mais j'ai envie de faire plus». Je pense qu'effectivement, se mettre dans une démarche, en tout cas, proactive, c'est d'anticipation et de se dire: «Tiens, je vois à l'avance ce que je pourrais faire de plus». C'est une bonne approche. Après, il faut que ça convienne à chacun, chacune, quoi. Hem, Ouais. mais sur la question effectivement des stratégies, bah, une des choses sur lesquelles on a commencé à travailler, bah, tu le sais, hein, dans la communauté avec les lives mensuels sur la communauté d'artistes le numérique et la musique, shorter ANM, c'est sur la question des critères qui convertissent. Mmh. Parce qu'en fait, souvent quand on commence à regarder, on a tellement de vanity metrics, donc des trucs qui ce que j'appelle des données qui remplissent, non, qui flattent l'ego, mais ne remplissent pas le frigo. C'est très bien dit. Et ces données-là font qu'on a l'impression de faire plein de choses et qu'on a fait notre travail en termes Mmh. de promo. En fait, on fait du surplace. Et donc le problème, c'est que toute l'industrie est très se raccroche en fait à ce genre de critères. Combien de likes, combien de vues, combien de streams, c'est bien, mais en fait, ça veut pas toujours dire grand-chose. Tu rajoutes de l'IA et là, la question de genre: «Est-ce qu'il y a des humains ou des humaines derrière?» Moi, c'est un Mmh. truc qui m'obsède en fait, j'y pense tout le temps et c'est-à-dire Mmh. que donc l'idée de commencer à réfléchir pour identifier des critères ou même des données d'analyse quand on regarde ces stats qui vont permettre de se dire: «Ça devient quelque chose que je vais regarder pour savoir si au-delà de l'impression de réaction autour de ce que je poste en ligne, je vais potentiellement effectivement avoir des vraies personnes qui vont vouloir me soutenir, qui vont me voir en concert, qui ont découvert ce que j'ai fait parce qu'ils l'ont shasamé. Est-ce qu'ils ont rajouté une playlist? Est-ce que derrière ça a déclenché des ventes?» De voir par rapport à des tailles de jauge et des billetteries remplies, pas remplies, le taux de conversion, enfin ou la le ratio entre j'ai 100 personnes qui viennent me voir en concert, j'en ai combien qui m'achètent du merch? Des choses très concrètes comme ça pour jauger de l'intérêt. Je Ouais. pense que ce qui était intéressant, c'était que, d'une part, on était dans cette approche de se dire: «On va commencer à lister des critères très concrets pour commencer à peut-être les faire circuler et que les gens se rendent compte que c'est beaucoup plus, concret et tangible que, des trucs qui vont donner l'impression que, mais qui donnent rien». Mais qui n'aboutissent surtout à rien et ce qui fait que l'industrie est obsédée par ce genre de critères pour décider s'ils investissent dans du temps, du réseau et de l'argent dans des artistes et donc ou des subventions et après ils se disent: «Ah oups, en fait, j'ai perdu cet argent, ça servait à rien parce que c'était du vent» et puis ce qui était assez intéressant, c'était genre, tout le monde est parti direct et moi j'étais là: «Ah OK, intéressant» sur: «Trop bien, ça va m'aider à affiner ma stratégie» et là je me suis dit: oui, bah, évidemment, genre, nous, on le fait toute la journée. Mais Mmh. pour des artistes, il y avait une forme d'empouvoirment, de se dire: «Ah, beh, ça m'aide, en fait, à prendre des décisions stratégiques, au moment où je me dis: "Bah, où est-ce que je vais mettre mon temps et Ouais. mon argent?" Parce que j'en ai il est pas extensible». Donc justement, ça vient,
clôturer ce live avec, le sujet des erreurs à éviter. Hem, Éviter de, vous lancer dans un projet, sans vous être renseigné sur, le fonctionnement de ce marché, de cette filière, voilà, parce que vous êtes dans une démarche de professionnalisation, de vivre de votre projet, pour certains, hein, pour certains, certaines, non. Mais on s'adresse surtout à ceux qui veulent, que ça fonctionne vraiment et enfin du mieux possible en tout cas, et que ça puisse être source de revenus. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire comme erreur à éviter, du coup dans la sortie de Meta, toujours pour en revenir à ce sujet-là initial, pour ne pas perdre sa communauté? Je pense que, ça s'applique à tout. Ça s'applique à une stratégie numérique, ça s'applique à à la vie, ça s'applique à une sortie, de réseaux sociaux, que ce soit Meta ou autre. C'est genre, il faut être hyper clair sur nos propres attentes et il faut décomposer pour ça. C'est-à-dire que quand on se dit: «Ah bah tiens, je vais, aller poster des trucs là», ça veut dire qu'il faut décomposer ça et dire: «Attends, attends, attends, je vais là-bas, mais concrètement, j'attends quoi quand je vais Ouais, dire: "Je bouge"?» Est-ce que j'attends que 100 des personnes qui sont en train de me suivre, voilà? Est-ce que je suis lucide et que je me dis que, bah, si j'en ai 10 qui bougent et sous combien de temps, c'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce que je fais si les gens je dis qui même me suivent et qu'en fait on m'aime pas beaucoup parce qu'on m'a pas beaucoup suivi. Comment ça se passe? Comment est-ce que je gère ça? Comment est-ce que je gère et donc le fait de décomposer, un geste, de décomposer par étapes, un objectif ou un quelque chose, une chose à laquelle on aspire, c'est très important de faire preuve de lucidité et de patience. Parce qu'une fois qu'on se dit: «OK, bah, dans le meilleur des mondes, il va se passer ça» et qu'on retrace toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour y arriver, bah, là, on commence à voir, bah, chaque étape correspond à des choses à faire et qui c'est correspondent à nos ça. objectifs stratégiques, quoi. C'est très simple. Mais c'est à la fois très simple, mais pas un exercice qu'on a l'habitude de faire parce que je pense qu'on s'est beaucoup trop reposé sur les algorithmes. Que ce soit en payant ou en Ouais, organique, on s'est dit: «Je poste et paf, l'algorithme va faire son ouais, travail». c'est C'est très bien, magique. mais la magie ne dure qu'un temps et il y a toujours un tour de passe-passe et jusqu'à Ouais, présent, ce tour de passe-passe, ça a voulu dire que, bah, on y mettait beaucoup d'argent, on y mettait beaucoup de temps et surtout, on est devenu assez dépendant et assez passif. On a attendu que l'algorithme ouais, fasse le relais, et ouais, notre travail. Donc maintenant, il faut remonter les manches, se dire: «OK, bah, c'est la période de vache maigre sur tous les niveaux. Donc je ouais, reprends les choses, dans l'ordre et je me dis: "Bah, déjà, je me mets des objectifs beaucoup plus humbles et surtout, je ne me flagelle pas ou je ne me dis pas: "Non, mais c'est nul"» parce qu'on n'est plus sur les trucs délirants d'avant. C'est pas ouais, grave, on revient, en toute humilité, on revient sur un truc, bah, j'aimerais déjà pouvoir toucher 10 personnes, mais vraiment pas toucher, genre, les impressions ou atteindre avec tout ce ouais, dévoiement du langage de ces plateformes, mais de se dire: «J'ai genre eu 10 personnes qui m'ont fait un mail ou qui m'ont dit: "Waouh, ça m'a fait du bien"». Là, c'est 10 personnes, ouais, ça vaut beaucoup plus que 1000 vues ouais, de personnes qu'on connaît pas et après, au fur et à mesure qu'on se dit: «Bah, j'en ai 10», souvent on se dit: «Ah bah, j'en ai que 10, c'est nul, donc je communiquerai quand j'arrive à 100» et puis quand on arrive à 100, on fait: «Oh, franchement, il y a des gens qui font tellement mieux», donc on passe sa vie à se comparer aux autres. Mais donc on ouais, communique pas et donc on se dit qu'on se sent autorisé à communiquer sur ce qu'on fait que si on est genre au niveau des gigastars. Bah, en fait, ouais. c'est tout le principe, ça va pas du tout. Donc merci, 99, ouais, je suis sûre que c'est pire. Et donc ce que je veux dire, c'est que quand tu reviens sur des choses simples, Ouais. tu peux, revenir sur des choses, gérables pour toi Mmh. et à partir de là, ça t'enlève de la pression et tu avances finalement plus vite que quand tu es paralysé par, le fait que tu doives arriver tout en haut de l'Everest, plutôt que Complètement. de te dire: «Bah oui, non mais attends, faut y aller petit à petit, quoi». Je Voilà, valide c'est ça totalement tout mon ce que tu viens de dire. voilà, ce serait ça mes conseils. Merci Émilie. De Ouais, rien. merci infiniment. Bon, je suis désolée qu'il y ait eu ce bug technique. En tout cas, c'était super de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu veux nous dire peut-être un dernier mot, sur, comment,
toi, te suivre, comment s'abonner, à NM, juste, voilà, Ouais, peut-être, rapidos. Donc je suis encore sur LinkedIn, mais bon, j'y vais vraiment que de manière, sporadique et le mieux, c'est que les gens regardent sur les différents sites internet, de nos activités pour, contacter. Donc pour le label Les Éditions, c'est unicum-du6musique.com. Sur tout ce qui est agence, on fait du conseil à l'heure, on fait de l'accompagnement, on fait des fan analysis sur la base de nos méthodos, c'est nuagency.fr, nuagency.fr. Si les gens veulent se former, c'est formation au pluriel, formation.nuagency.fr et là, il y a tout avec, Calliope et cetera, les différents programmes de formation, l'agenda et du sur-mesure qu'on peut faire et puis après sur, Causa, bon, bah, c'est plus, pour, voilà, des par mail, d'écouter les podcasts, de venir aux conférences et puis, bah, bien sûr sur, ANM, bah, c'est l'artiste, le numérique et la musique tout attaché .substack.com. Substack, c'est SUBSTACK donc .com. C'est gratuit, on s'abonne, on met son mail. Si jamais on veut payer, on rejoint la communauté, il y a un truc payant, mmh, voilà et puis après, franchement, le reste, c'est, pour les gens qui ont déjà mon 06 et ben, voilà, du SMS, pas WhatsApp, s'il vous plaît, pas WhatsApp. Du 06 normal SMS ou sinon sur Signal et je crois que c'est à peu près tout. c'est Ah oui déjà et très bien. voilà et genre ça, c'est juste un conseil, genre, si jamais en plus parce qu'on est des meufs, écoutez ce qu'on dit, regardez ce qu'on fait. La Ouais. question de notre apparence, on s'en fout, mais royal. Voilà! Merci pour les compliments, Qu'on mais ait on s'en vieilli, fout. on s'en fout! Non, non, mais apparemment, même si on est toujours aussi belle, la question c'est pas là. La question c'est qu'est-ce qu'on dit? Et qu'est-ce qu'on dit? Et je pense que ce qu'on dit ne vieillit pas. Et même si la vieillesse, c'est très bien, parce que c'est de la On est maturité d'accord. et c'est de la sagesse. Voilà, voilà. Merci Céline, merci pour ta présence et ton soutien, voilà, c'était très intéressant de lire tes commentaires. Je te souhaite, tout le meilleur pour la suite et on se retrouve de toute façon dans le collectif Les Hangars, je crois. Merci Émilie, Merci merci à toi, infiniment. Julie. Je te C'était cool. dis, du coup, à très bientôt en live à ANM, dans la 10 avril. communauté, Ouais. Bah oui, donc le prochain édito, en tout cas la prochaine newsletter ANM, c'est le 15 avril OK, et le prochain live sera le 18 avril. super. Tout ça, c'est bien noté de mon côté en tout cas. Je vous invite à en faire de même parce que c'est vraiment des contenus super, enrichissants, intéressants et je vous dis à très bientôt, pour un nouveau, live, sur YouTube si tout se passe bien. Merci beaucoup, Julie. Bisous Émilie, Salut tout à le monde. Bye bientôt. bye, merci. Salut. Bye bye.